moi je dis qu'on travaille pour le bonheur national brut, quoi. On travaille vraiment pour ça. Tout ce qu'on veut, c'est que tout le monde puisse développer ses usages, ses activités, mais aussi que tout le monde soit content, qu'il n'y ait pas de conflit et que les gens soient en capacité de profiter pleinement de la qualité de vie qu'on a dans ce bassin versant, où on a tout. C'est quand même un morceau de paradis, ça. Tu vois le plissement des strates, là, c'est superbe. Ah, la fissure, là. Ça, c'est très typique de la Dordogne quercinoise. C'est très minéral, en fait. Il y a une roche blanche, comme ça, avec des falaises assez impressionnantes. Enfant du pays, Clément Bouscarel navigue sur la Dordogne quercinoise depuis tout petit. Pêcheur, conteur et guide touristique, il la connaît sur le bout des doigts. La Dordogne, ça veut dire l'eau tumultueuse, imprévisible, rapide. La Doruna, c'est comme ça que les Celtes l'appelaient. Et ça a donné Dordogne avec au fil du temps. Et vraiment, elle porte très très bien son nom, cette rivière. Sans prévenir, elle s'accélère et puis ça peut être très vite dangereux, en fait. Voilà. C'est pour ça qu'il faut la rivière Dordogne, et quand on navigue dessus, il faut la respecter. Aujourd'hui, Clément fait découvrir à des amis ses coins préférés. Une escapade sur des barques de pêche traditionnelles. Et t'as toujours les cigales. Parmi les pépites de la région, l'un des plus beaux affluents de la Dordogne, Louis. Ah mais là, c'est un panel de verre extraordinaire, hein. Entre les algues, entre ce qu'il y a sur l'eau, sous l'eau et au bord de l'eau, il y a toutes ces caloptérix ou ces petites libellules là qui sont sur le dessus. Il y a tout un panel de couleurs énorme, quoi. C'est un vivier pour la Dordogne. C'est fabuleux. Tous les poissons viennent là. Et alors ça, c'est magnifique. Derrière nous, on a le château de Belcastel. Belcastel. Château fort, Belcastel. Ben, beau château, Castel, en occitan, château. Et c'est vraiment, justement, il domine là l'arrivée de Louis sur la Dordogne. C'est un très vieux château qui est sur un château fort à la base, hein, et qui a une position idéale et stratégique pour voir et être vu. Il porte vraiment bien son nom, Belcastel. Ça, on ne peut pas dire. Il ne l'a pas volé. Dès qu'on a 2 ans, qu'on est en âge de barboter, on est tous allés à la Dordogne, quoi. Et après, oui, après l'école, après le collège, après le lycée, dès qu'on a un moment, après c'est au bord de l'eau, quoi. C'est le truc calme, reposant. Amoureux de la Dordogne, Clément l'a même remonté à pied jusqu'à sa source, alors qu'il n'avait que 16 ans. Elle coule dans mes veines, la rivière. C'est toute une vallée, en fait. C'est tout un terroir. C'est toute une culture. C'est la vie, en fait. Moi, je trouve qu'il est très important de la respecter, cette rivière, parce que tous nos villages qui sont ici posés au bord de l'eau ou qui sont à côté, ils ont un passé qui est obligatoirement dépendant de cette rivière. Et donc, c'est tout un patrimoine. Et je trouve qu'il est très, très important de la faire vivre, en fait. Là, ça va que un petit peu. Ça passe? Ouais, ça passe. Là, pour le moment, ça passe. Ça passe. Il y a des branches. Là, ça passe. Myriam, fais gaffe. Attention, là, attention, attention. C'est bon. Attention, C'est celle-là. bon, Charles, c'est bon. La falaise calcaire abrite un vaste réseau de rivières souterraines. Regarde ça, le ventre de la terre. Ah, c'est énorme. Allez, vas-y. Clément nous fait visiter l'une de ces cavités, un endroit connu des seuls initiés. On va pousser. Oh, le bruit.
On dirait une tête. Et regarde Edouard le Ouais, plafond. on Regarde Edouard. complète. C'est humide. C'est... Ah, c'est fabuleux. Regarde ça un peu. Regarde la voûte, la voûte sur nos têtes. Elle est, on dirait que ça a été tracé au cordeau. Ça, c'est quelque chose de superbe, en fait. Du lit de la rivière, on peut rentrer en bateau dans le ventre de la terre, sous cette énorme couche calcaire, dans la falaise. Là, on a une grotte, une rivière souterraine, en fait, qui alimente la Dordogne. Ça caille. Regarde ça un peu. On arrive au fond de la grotte. C'est profond ici. C'est très profond. On voit bien là. Regarde ça. T'as vu la profondeur un peu? Regarde. C'est impressionnant, c'est superbe. D'être là, dans la nature, dans la terre. On est dedans, à l'intérieur, en fait. Au-dessus de nous, il y a des tonnes de calcaire, quoi, en fait. C'est fabuleux. Fabuleux. C'est magique. Oui, on tank. Bon, allez. À la Dordogne? À la Dordogne. Le lendemain, nous retrouvons Clément, en route pour le Périgord, une quarantaine de kilomètres en aval. Sur le trajet, il traverse Souillac, un ancien port commercial. C'est une ville qui est charnière dans toute la vallée de la Dordogne, puisqu'on est au milieu, dans le cœur de la vallée, de cette rivière, c'est Souillac. Et c'est vraiment un point transitoire entre le haut pays et le bas pays. Voilà. Souillac est célèbre pour son église abbatiale, bâtie en 1130. On la reconnaît grâce à ses 3 dômes recouverts de lauze. Juste après Souillac, là, on traverse la Dordogne, on passe l'eau, on dit, à Sieurac. On va descendre un peu la rivière et on va rentrer dans la province du Périgord. Les Pétrocors, tribu celte qui donnent le nom à cette terre, Périgord, Périgord noir. Le Périgord doit sa renommée à la majesté de ses châteaux, perchés au-dessus de la Dordogne. Des forteresses qui témoignent d'une histoire mouvementée. Dès le XIIIe siècle, la rivière fait l'objet de luttes incessantes pour le contrôle du territoire. Frontière naturelle, elle est alors un enjeu stratégique entre possession française et duché d'Aquitaine, à l'époque sous domination anglaise. Le château de Bennac est l'un des plus beaux vestiges de cette histoire guerrière.
Sur la falaise d'en face, le château de Marquessac. Transformé au XIXe siècle en demeure aristocratique, il est célèbre pour ses jardins suspendus et ses buis centenaires. Tout au long de l'année, une équipe de 5 jardiniers taille ces arbustes à la perfection. À leur tête, Jean Le Moussu. La taille en soi, c'est pas particulièrement difficile, mais il faut être très méticuleux et soigner les détails. Voilà, c'est ça qui fera la différence toujours. On fait en sorte, surtout, de parfaitement arrondir les angles pour qu'il y ait vraiment quelque chose de très doux, qu'il n'y ait pas d'accroche au niveau du regard. L'objectif, c'est ça, de tout ce traitement ici, c'est ce moutonnement, c'est cette rondeur qui est vraiment caractéristique du traitement des buis à Marquessac. Abandonnés pendant une trentaine d'années, les 150 000 buis d'origine ont nécessité 2 ans de travaux pour retrouver leur splendeur d'antan. Le parc de Marquessac s'inspire des jardins italiens de la Renaissance. Avec ses longues allées sinueuses, il incarne l'idéal du jardin romantique au XIXe siècle. On est vraiment dans le jardin qui était fait pour le plaisir de la promenade. On n'est pas dans le jardin d'apparat. En général, le jardin français, on avait une vision globale du jardin depuis l'habitation. Marquessac, c'est complètement différent. Tout se découvre au fur et à mesure de l'avancement. On se promène dans les allées, on découvre un aménagement. Donc il y a toujours un effet de surprise dans ce genre de jardin. Et c'était vraiment une conception faite pour la promenade. Marquessac, c'est aussi un château. Construit à la fin du XVIIIe siècle, il a été conçu comme une demeure d'agrément, ouverte sur le parc. Sa toiture en lauze, typique de la région, pèse plus de 300 tonnes. Elle est en cours de restauration. Tout se taille à la main. Le seul outil qu'on a, c'est un marteau qu'on fait forger tous les 2-3 chantiers. Et toute la taille se fait au son de la pierre. Comme la pierre va sonner, on va tourner le marteau d'un sens ou d'un autre, où la pierre va tourner. Voilà. Toujours le même geste, toujours les mêmes... Pas les mêmes pierres, mais... On redémarre. Kléber Rossillon est le propriétaire de Marquessac et l'artisan de sa Renaissance. Ce passionné de patrimoine a racheté le domaine en 1996. Après avoir restauré les jardins, il s'attaque aujourd'hui à la toiture du château, qui n'a pas été refaite depuis 200 ans. Nous voyons cette pierre qui est blonde, qui va le rester pendant quelques années, mais qui deviendra bientôt grise. Donc ça, c'est un moment qui ne dure pas longtemps dans la vie d'un château. Et il faut en profiter au maximum. Et moi, je trouve que la lumière sur ces lauses est vraiment extraordinaire. Comme vous voyez ça, vu d'ici, avec toutes ces nuances de couleurs, c'est extraordinaire. La qualité d'une toiture en lauze s'apprécie aussi de l'intérieur. Alors voilà, vous voyez l'intérieur, le calage. On voit bien les lithos là. Ils sont de l'intérieur. Ils sont vraiment gros là. Vous avez mis du gros litho. Mais c'est du gros litho de manière qu'on est reparti pour 200 ans de plus, quoi. Lorsque Kléber Rossillon rachète le château, les combles menacent de s'effondrer. Les premiers charpentiers sont arrivés, ont enlevé leurs chaussures et ont marché en chaussettes. Et ont donné les premières consolidations, on fait les premières consolidations avec un maillet en bois pour ne pas ébranler la toiture et pour ne pas risquer que tout s'effondre en une seule seconde. Et il n'y aurait plus eu de château.
Ce qui est très intéressant dans cette charpente, ce que je trouve assez joli, ce sont ces croix de Saint-André qui empêchent la charpente de basculer. Et là, vous voyez, ce sont les anciens bois qui sont encore conservés, qui ont été reposés. Ça, c'est assez joli de voir cette charpente en plusieurs étages. C'est un beau volume. Marquessac est aujourd'hui l'un des sites les plus visités du Périgord. Une fierté pour cet enfant du pays qui venait ici lorsqu'il était jeune. Le jardin était alors envahi par les broussailles. Aujourd'hui, on a dégagé les panoramas en beaucoup d'endroits et c'est ça qui fait le charme de ce jardin. C'est que par moments, on est dans de petits endroits renfermés et par d'autres moments, comme ici, nous avons la vue qui se dégage. À l'autre bout du domaine, Kléber nous emmène voir le plus beau point de vue du jardin sur la Dordogne. Du belvédère de la Dordogne, on comprend toute la géographie du Périgord noir, avec la Dordogne qui va de méandres, qui dessine ses méandres et qui va buter de falaise en falaise jusqu'à Castelnau, puis Bennac, en passant par Dôme, La Roque-Gajac. Donc tous les villages de la vallée sont visibles d'ici, les plus beaux villages, et on voit que cette rivière va aller buter contre les falaises. En fait, c'est la rivière qui a fait les paysages de la vallée. En contrebas, les falaises de Marquessac ont été aménagées pour accueillir un parcours acrobatique à 20 mètres du sol. Ah ouais. Donc voilà, on regarde bien où on met les pieds. Il y a des prises partout pour les pieds, pour les mains. Grand amateur d'escalade, Jean, le jardinier, accompagne parfois les visiteurs. C'est là qu'il faut vous dire que c'est vachement même plus impressionnant, Jean. C'est là où il y a le plus de hauteur. Ouais. On est à peu près une vingtaine de mètres. C'est l'endroit le plus inconfortable, on va dire, du parcours. Ah ouais, c'est bien. C'est un endroit, voilà, on découvre la vallée de la Dordogne différemment. Marquessac, il y a des points de vue tout le long des promenades, mais encore d'ici, en contrebas de la promenade des falaises, on a une vision différente de cette vallée. Puis voilà, c'est un paysage magnifique, ouais. On peut pas s'enlacer, hein. Nous suivons Kléber-Rossillon, en route pour le château de Castelnau. C'est là, pour lui, que tout a commencé. Castelnau, j'y vais depuis que je suis tout petit, puisque mes parents avaient acheté le château de Castelnau en 1966 et avaient commencé à le restaurer à cette époque-là. Donc moi, depuis que je suis enfant, j'allais sur les échafaudages pour voir les ouvriers qui réparaient ce château. Située sur l'autre rive de la Dordogne, cette forteresse emblématique du Périgord a été construite au XIIe siècle. Après les dégâts causés par la guerre de Cent Ans, l'édifice a été peu à peu agrandi au XVe et XVIe siècle. Dans les années 60, les parents de Kléber-Rossillon l'ont entièrement restauré avant de l'ouvrir au public. Il leur a fallu 30 ans de travaux pour le remettre en état. Alors cet album est l'album des photos du relevé qui a été fait juste avant le début des travaux en 1967. On voit sur cette photo que le donjon donc, a été restitué, également la grosse tour d'artillerie dont un étage a été restitué. Et là, sur cette photo, on voit l'état d'effondrement dans lequel était le corps de logis qui aujourd'hui abrite nos collections d'armes et d'armures. Ça a été une des plus grandes restaurations de château fort du siècle passé, puisque ça s'est terminé en 1997. Ce matin, Kléber reçoit un collectionneur qui va lui confier une pièce rare. Je vous amène là une arbalète du XVIe siècle.
que j'ai acquis il n'y a pas très très longtemps. Bon, elle n'était pas dans cet état-là. Et Bon, elle est magnifique. Voilà. elle a bien servi. Elle a bien servi. Bien servi. Et ici, elle est datée dessous. Là, il y a un voilà la date, 1579. 1579. C'est une arme qui a quand même 534 ans. Vous ne pouvez comprendre l'architecture du château que si vous comprenez ce qu'il y avait. C'était des châteaux qui étaient armés, c'était des forteresses militaires. Et par exemple, vous pouviez avoir sur les remparts cette arbalète, qui est une arbalète dite à tour, parce qu'elle était posée tout simplement sur une tour. Et cette arbalète géante permettait de défendre le château. Ce n'était pas une pièce qui était mobile, elle était posée sur les remparts. Et donc on pouvait orienter, faire la défense du château à partir d'une pièce de ce type-là. Celle-ci est la copie d'une pièce du XIVe siècle, qui est la seule arbalète qui est subsistée de ce type-là au monde. Le château de Castelnau a été le théâtre de violents combats, notamment pendant la guerre de Cent Ans. Lorsque le conflit éclate au milieu du XIVe siècle, la rivière Dordogne devient une ligne de partage entre l'Aquitaine anglaise et les possessions du roi de France. La forteresse sera assiégée à 7 reprises et changera 7 fois de camp. Depuis la courtine, le panorama spectaculaire permet de comprendre pourquoi Castelnau était un enjeu stratégique. Alors d'ici, nous dominons la boucle de la Dordogne sous Castelnau. On voit en face le château de Bennac, le château de Ferrac, juste derrière les arbres, qui dépendait du château de Castelnau, et en face, le promontoire de Marquessac. Les châteaux étaient construits à des endroits qui avaient un intérêt stratégique, notamment pour le contrôle de la circulation, soit au carrefour de route, soit comme ici, dominant la vallée de la Dordogne, qui était l'axe économique sur lequel descendaient les marchandises du Massif central. Donc il y avait au pied de chacun de ces châteaux des ports, des péages qu'il était important de contrôler. Après avoir traversé la vallée des châteaux, la Dordogne continue sa course dans le Périgord. Une trentaine de kilomètres en aval, elle rencontre la Vézère. Du haut de son éperon rocheux, le village de Limeuil surplombe la confluence des deux rivières. Bon, en route, en rouge. Aujourd'hui, c'est jour de promenade pour le Vespa Club de Bergerac. Ces amoureux de Vespas anciennes se sont donné rendez-vous pour une escapade d'une journée le long de la Dordogne. Créé en 1952, le club de Bergerac est l'un des plus vieux de France. Serge Boutade, son président, ouvre la route. On découvre la rivière autrement qu'en voiture, puisqu'on a le plaisir de voir la Dordogne, de voir tous les paysages. Et on sent le vent ce qui fouette la figure. On voit de la verdure qui change à chaque saison. À la saison des foins, on sentait l'odeur des foins fraîchement coupés. Quand il y a eu les moissons, on sentait l'odeur de la paille. Disons que c'est la nature, c'est le plaisir de la nature.
la route longe les cingles de Limeuil et de Trémola. Les cingles, ce sont ces méandres majestueux de la Dordogne qui ont fait la réputation de la région. Le groupe arrive ensuite au petit village de Mozac, niché au bord de la rivière. On arrive sur les quais de Mozac, c'est un village, un ancien village de pêcheurs, de gabariers. Donc on arrive vraiment, on va passer sur le pont du chemin de fer. On sent la fraîcheur de la Dordogne, on est à côté. C'est vraiment très agréable de rouler à côté de l'eau, quoi. En aval de Mozac, la rivière était redoutée pour ses rapides, qui rendaient la navigation dangereuse. Pour assurer la sécurité des bateaux, un canal de contournement a été construit au XIXe siècle, en parallèle de la Dordogne. Il s'étend sur une quinzaine de kilomètres. Ouvert en 1843, il a fallu 5 ans de travaux pour le creuser. C'était alors une voie de passage très fréquentée, rythmée par le va-et-vient des bateaux chargés de marchandises. Il a servi jusqu'à l'arrivée du chemin de fer dans les années 50. Écluses, ponts, viaducs, la plupart de ces ouvrages d'art ont été inscrits à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques. Une belle petite route, c'est le chemin d'allage du canal. Donc c'est le côté rive droite. C'est magnifique, quoi. Ce qui est magnifique, c'est de voir les reflets dans l'eau. C'est vraiment très agréable, quoi. La promenade se termine au barrage de Tuilière. C'est là que le canal prend fin, en se jetant dans la Dordogne. Alors, à notre droite, là, il y a une multitude d'écluses où au milieu se trouve un bassin de croisement pour les gabarres. C'est-à-dire que les gabarres montantes et descendantes se croisaient dans ce bassin. Il serait bien que ce canal soit remis en activité. Il a servi un siècle uniquement et ça serait magnifique de le voir remis en activité. Un projet de réhabilitation du canal devrait bientôt aboutir pour le rouvrir entièrement à la navigation. Dernier département traversé par la Dordogne, la Gironde. Ici, c'est le royaume des vignes. Fronsac, Saint-Émilion, Pomerol, les plus grands terroirs bordent ces rives. C'est le meilleur et le plus beau. Nous sommes au mois de septembre. La récolte des blancs vient de commencer. Bonjour, bonjour. Bonjour. Ça va, Céline? Ça va. Fabian Barnes, franco-anglais, est œnologue et journaliste. Comme tous les ans à cette époque, il sillonne les vignes pour rencontrer les producteurs et goûter les raisins de l'année. Elles sont belles ces grappes. Disons, c'est vachement mieux que je pensais, hein, disons, cette année quand même. Dès le 1er siècle après Jésus-Christ, les Romains ont planté des vignes au bord de la Dordogne. Ces terres, riches et fertiles, étaient ensevelies sous les eaux il y a des millions d'années. C'est ce qu'on appelle les terres alluvionnaires. Hein. C'est une terre qui est très friable, hein, sablonneuse. On le voit, hein, ce sont des argiles qu'on appelle les limons. Hein. Ce sont des limons très fins qui ont été déposés par la Dordogne à l'époque où la Dordogne avait creusé son lit entre les deux coteaux, ceux de Castillon d'un côté et de l'autre côté le plateau de l'Entremer.
Comme tous les riverains de la Dordogne, Fabien a son propre bateau qu'il utilise dès qu'il en a l'occasion. C'est-à-dire que quand on habite au bord de la Dordogne, ce serait quand même un petit peu triste de ne pas en profiter là pour se balader entre deux hameaux. C'est pas très long, puis c'est paisible. Plus haut sur la Dordogne, tu as le rocher qui plonge à brut. Ici, on est beaucoup plus dans un paysage de vallée, avec un lit de la Dordogne qui est très large. Le paysage est magnifique, assez préservé. C'est la nature, quoi. C'est chouette. Fabien a rendez-vous un peu plus loin sur la Dordogne, à Castillon-la-Bataille. La ville est célèbre pour sa bataille qui a mis fin à la guerre de 100 ans entre Français et Anglais. Ancien port marchand, c'est de ces quais que partaient les vins vers l'Angleterre et les pays du Nord. Pour entreposer les barriques, des chais ont été construits tout le long de la rivière. Celui-ci est l'un des plus beaux de la région. Au-dessus de la porte, l'encre marine et la barrique témoignent de cette histoire. On n'est pas dans l'exubérance, on est vraiment dans la complexité. Mais dans le nez, peut-être tu crois que ça va être un peu doux? On dirait, hein. C'est un nez de liqueur. Le chai a été restauré il y a 6 ans par un Anglais, Tony Laithwaite, l'un des amis de Fabien. C'est là qu'il vinifie ses propres assemblages. Plus de 40 vins différents sont en maturation dans ces barriques. Intense, hein? Intense. Très intense. C'est très intense, hein? Une complexité aromatique, on a de la fraîcheur et des notes. Les clients ont toujours besoin de quelque chose de nouveau, intéressant. Donc là, on est sur les bords de la Dordogne, on est positionné. Abandonné pendant plusieurs années, le chai a retrouvé sa fonction d'origine grâce à Tony. Il y avait, je sais pas, 2000 bateaux qui venaient tous les ans pour les vendanges. Ils arrivaient à Bordeaux et ils rencontraient les gabarres qui descendaient la rivière avec le vin et pour arriver en Angleterre avant Noël. Donc c'est pour ça qu'il y avait des chais au bord de la rivière. Et même quand je suis arrivé, les années 60, ils étaient toujours là. À la tête d'une grosse société de vente de vin, Tony Laithwaite est tombé amoureux de la Dordogne et de ses vignes dans les années 60. En 2008, il décide de sauver le chai de Castillon en le restaurant à l'identique. Les dames qui ont construit le chai devaient vraiment être de bonnes personnes. Regardez, elles ont mis le nom de tous les artisans qui ont travaillé ici. Le peintre, les charpentiers, ils sont tous là. Et là, c'est Madame Dubreuil. Une dame très gentille, cette Madame Dubreuil. Les bords de rivière qui sont assez splendides, ils ont quand même été très délaissés. Mais parce que l'activité, la vie n'était plus là. Et du coup, c'est une grande joie quand Tony et son équipe se réapproprient les lieux et le refont vivre. Parce que, oui, ça fait partie de l'âme de ces villages. En face de Castillon-la-Bataille se trouve le restaurant de Fabien et de sa compagne. Séduits par ce bord de rivière il y a 4 ans, ils ont décidé d'y monter une guinguette d'un nouveau genre. T'imagines le plaisir d'être ici? Cette vue-là, magnifique. C'est paisible, c'est splendide. On pourrait être à plein d'endroits. Et en même temps, on est en Gironde avec des saules, des peupliers, des acacias. Il y a la faune aussi, c'est très sauvage, très protégé. On a des aigrettes, des cygnes, des hérons. C'est assez magnifique. La Dordogne abritait naguère plusieurs sortes de poissons migrateurs. L'une de ces espèces mythiques devrait bientôt faire son grand retour. Disparu dans les années 80, l'esturgeon fait l'objet d'une vaste campagne de réintroduction qui commence ici, à Saint-Seurin-sur-l'Île, en Gironde.
Dans ces bassins, on élève des esturgeons pour repeupler la rivière. Ces poissons proviennent de captures qui ont été faites dans le milieu naturel il y a une quinzaine d'années. C'est des poissons qui sont nés entre les années 70 et 81 à peu près, donc qui commencent à avoir entre 30 et 40 ans. Ceux-là, c'est les plus gros qu'on a ici dans ce bassin et ils ont connu la Dordogne et la Garonne. Ils ont été pêchés par des pêcheurs professionnels en fait et ramenés sur le site pour acclimatation et reproduction artificielle. Ces géniteurs sont les derniers représentants de l'esturgeon d'Europe, une espèce très ancienne, rescapée de l'ère jurassique. Ce matin, à la pisciculture, tout le monde est sur le pont. C'est jour de réintroduction. Voici les juvéniles qui vont être relâchés. Vanessa doit en attraper environ 1500. Ces tout petits esturgeons âgés de 3 mois mesurent à peine une dizaine de centimètres. On va pouvoir en regarder un avec plus de détails. Donc on voit les écussons sur le dos là, qui sont bien différenciés, bien durs, et la bouche qui est sous la tête, parce que c'est des poissons fouisseurs. Il y a des petits barbillons devant là, qui leur permet de fouiller dans la vase, dans le sol en fait, pour récupérer des petits crustacés, des petits vers et se nourrir après dans le milieu naturel. L'esturgeon a longtemps été le poisson roi de la Dordogne. Il était apprécié pour sa chair fine et sans arête. Sa population commence à décliner, avec notamment l'arrivée des Russes blancs en Gironde, qui popularisent le caviar. C'est aujourd'hui le poisson migrateur le plus menacé d'Europe. La dernière reproduction naturelle qu'on a constatée dans le bassin, c'était en 1994. Donc en 1994, il y a encore au moins un mâle et une femelle qui sont remontés dans le bassin, qui sont venus se reproduire sur les frayères. Depuis cette période-là, on n'a plus jamais vu d'esturgeons sauvages en fait. Ma motivation, c'est essayer de sauver une espèce et de travailler pour la préservation de la biodiversité. Tu les prends ? Arrivé à Pessac-sur-Dordogne, l'équipe doit transvaser la précieuse cargaison dans des cuves pour le trajet en bateau. Il faut faire vite, ces tout petits poissons sont très fragiles. Tout ce qui est manipulation, il faut être le plus rapide possible. C'est-à-dire, moins on touche les poissons, moins ils sont en alerte, mieux c'est, évidemment. On a passé pas mal de temps à les élever, on a passé plusieurs mois, voire même toute la recherche sur plusieurs années. Donc c'est bête, sur le dernier moment, le dernier instant, de faire une erreur de manipulation, un changement de route trop vite et on peut tout perdre, donc il faut faire attention. Ça va toi ? Combien ? Il y en a encore un avec le nez arrondi là. Les lâchers doivent se faire au-dessus d'une frayère, ces fosses sous-marines où les femelles viennent normalement pondre leurs œufs. Les juvéniles d'esturgeons et les larves, on les lâche au-dessus de ces fosses pour qu'ils descendent, qu'ils aillent se protéger dans les graviers, le temps de grandir pour après poursuivre leur cycle de vie. C'est bon ? Allez. C'est beaucoup d'eau. Ouais. C'est bon ? C'est un moment important de voir qu'ils repartent enfin dans leur milieu naturel et qu'ils vont bien, qu'ils nagent, qu'ils arrivent à s'habituer, ils descendent vers le fond, c'est le comportement habituel
qu'ils doivent avoir, en fait, de partir, de plonger vers le fond. Et voilà, c'est important. Et on espère toujours, à ce moment-là, on espère toujours qu'eux reviendront dans 15 ans se reproduire sur cette frayère. Retour en Périgord, où nous retrouvons les scientifiques chargés de veiller à la bonne santé de la rivière. Il est 8 h du matin. L'équipe d'Épidor se prépare pour une nouvelle mission. C'est la Dordogne du matin avec un peu de brouillard, avec un héron qui passe. Non, moi j'aime bien là. Les petits matins brumeux comme ça, c'est toujours un vrai moment de bonheur. Guy Pustelnik et son équipe vont explorer une rivière souterraine qui alimente le bassin de la Dordogne. Des dizaines de cours d'eau serpentent ainsi en sous-sol. Au fil des siècles, l'eau a creusé au cœur de la roche calcaire un décor lunaire. Merci, Alban. Suite de la mission, l'équipe d'Épidor va maintenant explorer une autre résurgence qui alimente aussi la Dordogne. Cette source forme un étang au milieu d'un champ de maïs. Alors, tu as une première zone ici de remontée des eaux qui est sur la gauche, très proche là. Donc, faut qu'on fasse un peu attention pour s'écarter. Les scientifiques surveillent régulièrement cet espace sensible. Pour nous, c'était important de contrôler ces zones-là parce qu'elles sont souvent utilisées pour produire de l'eau potable. C'est-à-dire qu'il y a énormément de stations de pompage qui travaillent sur ces secteurs-là. Et puis, c'est un bon indice de tout ce qui se passe sur les coteaux. C'est-à-dire si la flotte ici est en mauvais état, ça veut dire que sur les coteaux, il se passe des choses. Donc, c'est une sorte de zone où on a la synthèse de ce qui peut se passer sur le territoire. Au fond de la résurgence, Guy nous montre un phénomène naturel insolite. On appelle ces mini-tourbillons de sable des bulides. Ce sont des petits jets d'eau à forte pression qui s'échappent du sol dès qu'ils trouvent une faille. Mais Guy a une mauvaise surprise. Une plante un peu particulière s'est développée. Ces algues effilées pourraient signaler la présence de nitrates ou d'engrais polluants. Une situation alarmante pour les biologistes qui fréquentent cet endroit depuis longtemps. Il n'y a plus que 5-6 espèces de plantes, c'est tout. Et tout le reste est envahi par des petites algues filamenteuses qui empêchent la lumière de pénétrer, donc qui empêchent les plantes de se développer. Et il n'y a plus de poissons. Ouais. C'est fini. Ici, on est devant une station de pompage. Il y a du maïs, il y a des activités agricoles. C'est un site privé. Donc, je comprends que les gens l'exploitent.
Alors que faudrait-il faire? Les convaincre? Oui, sûrement. On est là pour suivre ces milieux, alerter, essayer toujours d'expliquer, toujours expliquer, de manière à ce qu'à un moment donné, la prise de conscience fasse qu'on puisse essayer d'améliorer les choses. C'est un combat de très très longue haleine. Tu montes comme ça ou tu veux le... Non, c'est bon, je vais le prendre. Philippe Grimaldi est né à Castillon-la-Bataille. Il a appris à faire de l'aviron ici, sur la Dordogne. Champion de France et champion d'Europe, cet enfant du pays est une fierté locale. Quand on est sur la Dordogne, il y a cette sensation de liberté, parce qu'il n'y a pas de ligne blanche, il n'y a pas de ligne jaune. On a juste deux rives qui nous rappellent qu'il faut se rester au milieu. Et puis ramer dans ces conditions, c'est toujours très agréable. Voilà, la nature, le calme, pas de bruit, juste les hérons sur le bord. Ouais, ça fait du bien. On se ressource, on revient aux sources. On est presque en apesanteur, on est au-dessus de l'eau, on ne la touche plus, le bateau est en train de glisser. Juste glisser sur l'eau, cette sensation-là est très agréable. Arrivé d'Angleterre, l'aviron s'est diffusé dans le sud-ouest de la France au XIXe siècle. Rapidement, il se développe sur la basse Dordogne. À cette époque, la rivière est un lieu de divertissement et de plaisir pour les bourgeois de Bordeaux en villégiature. Créé en 1893, le Rowing Club de Castillon est l'un des plus anciens de France et il est toujours bien vivant. Tous les mercredis après-midi, c'est jour d'entraînement pour les jeunes. Attention devant là-bas. Ces bateaux en bois, construits à la main dans un atelier de Castillon, étaient réputés dans toute la France. Allez, main dessus. Allez, on sort doucement. Donc là, c'est un 8 de pointe, 8 rameurs, un aviron par rameur. C'est le bateau bois typique, une coque qui doit faire 2 mm. Donc il faut y faire attention, un bateau qui est lourd, effectivement, puisqu'il il doit être pas loin des 110 kg, 110, 115 kg. Voilà. Attention en tournant. C'est magnifique, hein, on voit toutes les nervures. On n'a plus ça sur les bateaux fibres. Les bateaux fibres, maintenant, c'est uniforme. Ces bateaux artisanaux sont les derniers témoins d'un savoir-faire unique. Voilà, on descend tranquillement. Toujours les 4 premiers, on a à l'esprit la prise d'eau. L'appel se rapproche. Le club de Castillon-la-Bataille est réputé. L'an dernier, il a terminé dans les 10 premiers au championnat de France minime. Celui-là, les 4 derniers au carré. Maintenant. Là, ce sont des premières années cadets. Ils travaillent ensemble depuis très peu de temps. Ce sont souvent les premières sorties. Et donc, ils ont 2 ans pour les amener au plus haut niveau. Juste la palette, les filles, que la palette. Juste la palette dans l'eau. Reste droite, Élodie, reste droite. C'est une grande satisfaction de voir des jeunes au club parce que c'est la vie, c'est la vie tout simplement qui est là. Et c'est surtout la relève, c'est le futur. Moi, je ne suis plus là. Je peux éventuellement, ils viennent me voir et ils vont me dire Philippe, il y a les championnats de France, comment on fait une approche, comment on y pense. C'est tout. Je suis très heureux de pouvoir faire part de mon acquis auprès de ces jeunes. Viens lever ses mains, venez lever les mains, les pelles sont prêtes. Voilà, on vient. Arrivé à la fin de son périple, la Dordogne se jette dans l'estuaire de la Gironde, le plus grand estuaire marin d'Europe. Sous l'influence des marées, une vague remonte la rivière 2 fois par jour.
Ces effets se ressentent sur une quarantaine de kilomètres. C'est ce qu'on appelle un mascaret. Les grandes marées de la fin de l'été attirent les surfeurs et les kayakistes de toute la France. Ils se retrouvent dans le petit port de Saint-Pardon, là où le mascaret est le plus spectaculaire. Philippe Baudet a choisi le canoë pour prendre la vague. En fait, moi, je suis originaire de Saint-Pardon. J'ai toujours vécu ici. Et ça fait seulement à peu près une dizaine d'années que je glisse sur le mascaret. Voilà. Chaque année, Philippe fait découvrir ce phénomène insolite aux non-initiés. Tu vas te placer ici. Oui. Et en fait, toi, Aujourd'hui, il emmène avec lui Paul Parentoen, un autre habitant de Saint-Pardon. Et toi, en fait, je vais par moment, si elle est forte, je te demanderai de te coucher en arrière. Si au contraire elle est un peu faible, tu iras plutôt, t'amèneras pour amener le poids vers l'avant. Voilà. Ok. Allez. 30 minutes avant l'heure prévue, il faut se mettre à l'eau et ramer pour prendre la vague le plus tôt possible. Oui, je suis super content. Ouais. Ouais. Et ça sera une bonne expérience quoi qu'il arrive, même si je vois la tasse. La pression, elle était dans la cale, maintenant je suis... Ouais, je suis tu vas la voir quand la vague elle va arriver derrière nous. Oui, ça c'est clair. Ça, je m'y attends, mais bon. Sur la rive, les scientifiques d'Épidore sont aussi au rendez-vous pour coordonner une étude sur le mascaret. Grâce à ces mâts plantés dans l'eau, ils vont mesurer l'onde pour en faire une réplique sur ordinateur. La vague va se propager de l'aval vers l'amont. Et donc tous ces appareillages qui sont installés là et qui sont des échelles graduées vont permettre de mesurer les hauteurs et la forme des différentes vagues qui vont se propager. C'est la première étude d'envergure menée sur le phénomène. Encore faut-il que le matériel planté dans l'eau résiste à la violence de la vague. Une minute avant l'arrivée du mascaret, tout le monde retient son souffle. Exactement. Il est 17h41. Donc normalement, il ne devrait pas tarder à arriver. Non, c'est le bateau qu'on voit ou c'est la vague là-bas? Non, c'est le bateau. L'autre remonte. Le voilà. Et voilà, cette fois-ci c'est bon. Ça y est, cette fois-ci il arrive là. Regarde comment elle se lève là. Regarde là, regarde. Regarde là, regarde comment elle se lève là. Regarde. Derrière là, regarde derrière toi. Là. Ah ouais, oh putain. Allez. Attention. Allez, devant. Devant à fond. À fond. Allez. Maintenant, en arrière. En arrière, hein. Voilà. Devant. Je veux pas tomber, hein. Je veux pas tomber du tout là. Tu sens l'accélération là? Oui. Wow. Ça va vite en plus, hein. Et c'est comme ça pendant 10 minutes. Une vague qui déferle à 18 km/h et qui semble ne jamais s'arrêter. Sur la rive, les scientifiques espèrent que leur équipement va résister à la force du courant. Là, il est encore. Waouh. Là, pour l'instant, ça tient. Première 40, là. Si ça, c'est pas merveilleux de voir ça. Un train de vague comme ça qui est en train de remonter tranquillement avec le calme qu'il y a devant et puis tout d'un coup, la Dordogne devient folle. Voilà. Attention. En arrière.
Pas trop, pas trop, pas trop, pas trop. Ce que j'aime dans le Mascaret, c'est la puissance de la nature en fait. Toute la rivière qui rencontre la mer, qui crée un choc suffisant pour propager une onde comme ça qui remonte la rivière. Et donc en fait, c'est cette chose contre laquelle finalement on peut s'amuser mais pas lutter.